Bonjour, je suis Argonava Ghosh, PDG d'un institut indépendant de recherche sur les politiques qui s'appelle le Conseil de l'environnement, de l'énergie et de l'eau. Vous avez dû voir la présentation de Douglas McMartin qui parle de la science se profilant derrière la SAI et celle Jolly Bob qui parle des options de gouvernance dont nous disposons pour gouverner ces technologies. Dans la présentation, je vais vous parler des risques, des avantages et également des éléments que nous ne connaissons pas sur cette catégorie de technologies de modification du climat et que nous devons prendre en compte à l'heure de concevoir des programmes de recherche ou des mécanismes de gouvernance. Notre institut est basé en Inde, mais nous travaillons dans des pays émergents et en développement du monde entier, dans des questions qui sont liées au changement climatique, à la géoingénierie et autres. Et nous travaillons sur la question de technologie de modification du climat depuis 10 ans. Dans cette présentation, je veux aborder donc deux grands types de questions. Ce que nous pouvons connaître de l'injection d'aérosols dans la stratosphère et quel est ce que l'on ne connaît pas ou que l'on ne connaît pas assez et pourquoi? Parce que nous devons procéder à l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Comment donc le faire? Jusqu'à quel point et pendant combien de temps? Et qui doit le faire? Quelles sont les incitations qui poussent à faire ceci? Et le plus important, qu'est-ce que nous savons que nous ne savons pas? Doug nous a expliqué qu'il est fondamental de réduire drastiquement les émissions ou éliminer du CO2 de l'atmosphère. Le problème crucial auquel nous sommes confrontés est que, en dépit des engagements pris par les pays en vertu de l'accord de Paris, si nous continuons sur la même lancée, nous allons atteindre un réchauffement planétaire de 3 degrés par rapport au niveau pré-industriel, et ce qui est très loin de l'espoir de pouvoir limiter ce réchauffement climatique à degré maximum. Pour ceci, pour atteindre cet objectif, nous devons réduire les émissions et par ailleurs absorber du CO2 de l'atmosphère. Si nous échouons à le faire, alors il n'y aura peut-être pas d'autres alternatives face à l'augmentation des températures et donc il faut se demander si nous pouvons renvoyer de la lumière dans l'espace pour qu'elle n'arrive pas à la surface de la Terre et donc pour refroidir la planète face à l'urgence climatique. Ceci peut être une des raisons pour lesquelles on envisage d'injecter des aérosols dans la stratosphère et c'est également une raison pour laquelle on en parle autant. Vous avez ici un graphique qui évalue les différentes approches aux technologies de modification du climat sur deux axes, l'accessibilité financière et l'efficacité pour ce qui est de l'élimination du CO2 de l'atmosphère ou pour le renvoyer de la lumière solaire dans l'espace. On peut voir que la SAI est dans un endroit assez idéal, c'est le point que vous voyez en orange, et qui est donc pratiquement au centre du graphique, c'est-à-dire que c'est relativement abordable financièrement et relativement efficace face à d'autres technologies. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on pense que cela pourrait être une solution efficace et rapide, bien que nous ne prenions pas encore en compte les risques. Donc, comment y faire face? Vous voyez ici à gauche un schéma d'un article de 2009 dans lequel ont été décrites les différentes façons d'injecter des aérosols dans la stratosphère, avec des canons, avec des tours extrêmement hautes, pour pouvoir éparpiller ces particules dans la stratosphère, mais la méthode qui attire le plus l'attention, c'est l'utilisation d'avions qui arrivent donc à la stratosphère pour pouvoir éparpiller toutes ces matières. Récemment, comme vous pouvez voir sur la figure de droite, on a envisagé l'utilisation de ballons dirigeables et à Harvard, il y a une expérience qui enverrait un ballon donc dirigeable auquel est attachée une nacelle qui se déplacerait comme un pendule de façon à éparpiller ces aérosols. Donc le mouvement oscillatoire se ferait sur environ 1 kilomètre. Et l'expérience mesurerait l'altération
qui est provoqué dans la stratosphère en raison de ces aérosols que l'on injecte. Également se demander jusqu'à quel point nous devons avoir recours à cette technique, ce qui s'accompagne de plus en plus de difficultés. Il y a certains calculs et estimations qui disent que c'était en fonction du nombre évidemment de particules et de la latitude, c'est-à-dire est-ce que ça va être à 15 degrés au nord, 15 degrés au sud. On pourrait, donc au cours du siècle, on parle de 1000 milliards de grammes de dioxyde de soufre en plus ou de particules de soufre en plus dans la stratosphère. Et donc vous pouvez voir ici les coûts sur ce graphique, et donc le coût d'injection d'injecter du dioxyde de soufre pourrait se chiffrer autour de 34 milliards de dollars par an, mais d'autres calculs parlent de 1000 milliards par an. Par exemple, si on utilise de l'acide sulfurique, les coûts changent également, c'est-à-dire que nous parlons de coûts qui oscillent entre 20 et 200 milliards de dollars par an pour réduire l'ensoleillement jusqu'à un certain point afin de réduire le réchauffement. Se pose la question très épineuse du temps pendant lequel on va faire ceci, car on parle beaucoup dans la communauté scientifique de l'effet d'un arrêt brusque. Prenez le cas d'un ressort. Donc l'on appuie sur ce ressort, il est comprimé, mais dès que l'on relâche la pression, le ressort remonte à nouveau. Et sur ce graphique, vous voyez que si l'on arrêtait brusquement d'injecter des aérosols dans la stratosphère, eh bien probablement il y aurait un rebond vertigineux des températures. Et dans le graphique de droite, on montre que dans ce cas, il faudrait continuer à appliquer la modification du rayonnement solaire pendant une période très longue, peut-être 150 ans. Et donc, ceci nous conduit aux principales incertitudes qui entourent la question de qui doit appliquer cette technique. Nous avons ici un graphique qui compare différents programmes de recherche, dont le programme spatial Apollo au projet Manhattan, et on calcule le coût de la MRS à travers la SAI et comme quelque chose qui pourrait être mené à bien par un pays ou par un consortium de différents pays, et donc il faut voir quels sont les moyens, les opportunités et les raisons qui conduiraient un agent à mener à bien ce projet. Certains pourraient y avoir recours en dernier recours, justement, mais d'autres comme première solution pour continuer à brûler des combustibles fossiles. Certains pays pourraient envisager qu'ainsi ils gagnent du temps en refroidissant l'atmosphère, tandis que l'on tente de trouver d'autres solutions, ou pendant que l'on procède à la transition écologique. Et d'autres agents peuvent envisager de procéder à ceci face à des urgences climatiques localisées sur leur territoire. Notre motivation pourrait simplement être d'envoyer un message politique pour qu'il soit bien clair qu'un pays ou qu'un groupe de pays peut ou pourrait mener à bien cette technique si le reste des pays ne misait pas assez sur la réduction des émissions. D'autres pourraient le faire simplement pour développer un avantage technologique, et d'autres pourraient le faire tout simplement parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'autre choix face à une urgence climatique. Et la question de qui doit le faire. Et donc, ça peut être financé ou mené à bien par des acteurs publics ou privés, par un pays, un groupe de pays, une économie très puissante, ou même par un petit État insulaire qui pense qu'il n'a pas d'autre solution à sa portée. Et donc, il faut nous demander si la recherche et l'application de ces technologies doivent être laissées entre les mains des différentes souverainetés nationales. Quels risques sont liés à l'injection d'aérosols dans la stratosphère? Il y a des risques matériels, par exemple. On ne sait pas comment les aérosols vont interagir dans la stratosphère. On ne sait pas quelles conséquences ils peuvent avoir sur la biodiversité. On ne sait pas si les moussons tropicales vont se voir affectées et réduites, et que donc cela va également réduire la production agricole. On ne sait pas si la cape d'ozone va être détruite par ces nouvelles particules injectées dans la stratosphère, et donc nous devons nous soucier d'actes unilatéraux d'un pays, enfin d'actions unilatérales qui pourraient provoquer la réaction d'autres pays qui sont opposés à ces techniques, et par ailleurs les pays pauvres qui peut-être ou pas nécessairement ne vont appliquer ces technologies pourraient souffrir les pires conséquences.
Il y a des questions d'ordre éthique, car jusqu'à quel point est-il moral et éthique d'interférer au niveau planétaire avec la nature ou de créer des bénéfices commerciaux que l'on peut extraire de ces technologies. Et il faut également parler de l'aléa moral, c'est-à-dire que cette technologie peut dissuader de réduire les émissions et de déployer plus d'efforts pour réduire donc ces émissions, ou également peut-être il peut y avoir des agents qui investissent dans ces technologies et que d'autres en profitent tout simplement sans rien apporter en échange. Il faut aussi penser aux moyens pour d'appliquer ces technologies et les moyens vont de pair avec les raisons. Et bon nombre de pays peuvent prétendre entreprendre des actions qui n'ont pas qui peuvent avoir des effets transfrontaliers et d'autres peuvent dire qu'on ne peut pas entreprendre des actions qui peuvent avoir des conséquences pour les générations à venir. J'aimerais terminer en insistant sur tout le nombre d'incertitudes qui entourent cette question. Il y a beaucoup d'inconnus, d'où le besoin d'études de recherche pour voir par exemple comment on peut lier la SAI aux traités qui sont en vigueur, par exemple, qu'est-ce que ça implique pour l'accord de Paris, pour les mesures que les pays doivent prendre pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré ou au maximum à 2 degrés. Est-ce que l'on va traiter ce sujet simplement comme un élément en plus de l'accord de Paris ou alors que ça va être un remplacement à la réduction des émissions? Et comment également on peut le lier plus largement aux objectifs de développement durable, par exemple pour l'accès à l'eau, pour les précipitations et dans les mesures qui non seulement en matière de climat mais également en termes de biodiversité sur terre, en mer. Nous ne savons pas quels seraient les effets et donc toute initiative qui peut avoir des effets planétaires doit prendre en compte tous ces éléments. Un autre motif de préoccupation qui est lié au risque de qui pourrait appliquer ces technologies et avec quelles intentions, ce sont les conditions dans lesquelles on peut appliquer l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Est-ce que ça va être la première solution ou simplement le dernier recours, par exemple, face à une urgence climatique ou par exemple, s'il y a eu 3 ou 4 ans de graves sécheresses qui entraînent de grandes famines? Ou est-ce que ça va être utilisé comme première solution? Quelles étapes vont-elles être franchies? Quelles mesures de précaution vont-elles être appliquées pour franchir les différentes étapes des expériences à petite ou grande échelle et application? Et certains pourrait prétendre qu'il suffit d'étudier le sujet avec des modèles élaborés par des ordinateurs, mais d'autres scientifiques disent que tant qu'on n'aura pas mis à l'épreuve la géoingénierie et également la chimie, les procédés chimiques dans la stratosphère, on ne saura pas véritablement quels en sont les avantages ni les inconvénients et que donc il faut mener des expériences, même si c'est pour nous convaincre qu'il ne faut pas continuer et de ne pas appliquer ces technologies. Mais pouvons-nous faire des expériences à cette échelle? Car si on a besoin d'expériences à grande échelle, est-ce que c'est simplement une expérience ou alors est-ce que c'est une application des technologies? Et ce ne sont pas que des questions scientifiques, mais aussi des questions sociales auxquelles nous devons répondre comme communauté. Par ailleurs, il faut voir comment établir une gouvernance en la matière. Et à mon sens, il y a 2 grands points d'interrogation en termes de gouvernance. Qui va contrôler? Qui contrôle les études de recherche qui sont en cours? Et comment pouvons-nous avoir plus d'informations sur ce qui est en train de se faire? Par exemple, l'expérience COPEX de Harvard, dont je parlais tout à l'heure, qui est donc conçue actuellement. Et si l'on le compare à des efforts antérieurs, on voit qu'il y a eu plus d'accent mis pour établir un mécanisme de gouvernance indépendant de la réalisation de l'expérience en tant que telle, grâce par le biais d'un comité consultatif, mais celui-ci n'inclut que des personnes des États-Unis. D'aucuns pourraient dire que bon, mais ce n'est pas grave, car finalement le groupe qui fait la recherche et qui fait l'expérience est de ce pays. Mais on peut aussi dire et brandir l'argument que cette expérience
s'inscrit dans un débat de technologie dont les conséquences vont être mondiales, et donc ce comité consultatif devrait avoir une représentation plus large. Et je le répète, ce sont des points d'interrogation qu'il faut sur lequel il faut se pencher. Donc nous avons besoin vraiment de transparence, et c'est un principe commun qui a été appliqué à l'injection d'aérosols dans la stratosphère et à d'autres méthodes de technologie climatique, que ce soit de la part des différents groupes de recherche aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays. J'ai publié différents articles, par exemple avec des collègues dans la région Asie-Pacifique. La transparence est absolument fondamentale dans tout développement technologique ou application d'injection d'aérosols dans la stratosphère. Nous avons besoin de transparence dans la méthode, de transparence sur toute expérience menée en plein air, transparence sur le financement. Et le financement privé est 3 fois supérieur au financement public dans ce type d'expérience. Il faut de la transparence aussi sur les résultats de la recherche et des conséquences, non simplement pour ce qui est des objectifs de la recherche, mais également pour les effets que cela peut avoir sur le modèle des précipitations et sur d'autres domaines. Nous sommes face à des défis politiques et sociaux qui sont d'ampleur mondiale. Ces technologies que nous envisageons s'inscrivent dans un monde restreint de sciences climatiques, mais elles appartiennent également au monde plus coatique et large de la géopolitique. Donc, il faut évaluer toutes ces technologies et en comparant les risques levés, les risques liés à l'application de méthodes de modification du climat comme la SAI, au risque qu'il y aurait à ne rien faire, à l'inaction. Et ce n'est pas un débat technique, c'est un débat politique de haut niveau et qui est à nouveau entouré d'incertitudes, encore entouré d'incertitudes. Merci beaucoup.